Évacué à l'île de la Réunion suite à un AVC, le président Zaf s'est éteint ce jour à l'âge de 90 ans, connu sous le nom de l'homme au chapeau de paille. La peste continue de frapper et rallonge d'une semaine supplémentaire les vacances des élèves dans le pays. Et enfin, l'armée turque a installé des postes d'observation dans le nord-ouest de la Syrie en vue de mettre un terme au conflit qui a fait plus de 330 000 morts en 6 ans. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Et puis, excusez-nous pour le retard. À la une de l'actualité, évacué à l'île de la Réunion suite à un AVC, le président Zaf s'est éteint ce jour à l'âge de 90 ans. Connu sous le nom de l'homme au chapeau de paille, il a marqué l'histoire de Madagascar comme ayant été le premier président de la Troisième République et un fervent militant de l'instauration de l'état de droit. Andra Arson. Admis en urgence à la polyclinique d'Ilaf le mercredi 11 octobre, suite à un accident vasculaire cérébral, le président Zaf a été évacué à La Réunion hier. Malheureusement, malgré tous les soins qui lui ont été prodigués, l'ancien président de la République est décédé ce jour. Cet ancien chef d'État est originaire d'Antsiranan, où il a vu le jour le 1er mai 1927. Il fonde une famille en épousant Zafmaouva Thérèse, avec laquelle il aura ses 3 enfants. Après avoir achevé ses études universitaires en France, il revient au pays où il décroche le poste de chef du service chirurgie à l'hôpital général d'Antananarivo, une carrière qu'il va jumeler avec celui de professeur en médecine à l'université d'Antananarivo. De 1972 à 1975, à l'appel du général Ramanantsoa, à l'époque du nouveau chef du gouvernement, il occupe le poste de ministre de la Santé. En compagnie des autres professeurs, il va aider à fonder le Comité de défense des droits de l'homme. Et en 1990, lorsque la loi sur le multipartisme fut votée, il crée son propre parti politique, l'UNDD, Union nationale pour la démocratie et le développement. En 1991, il sera ensuite élu par les forces vives du pays pour être le chef du gouvernement transitoire à la veille de la Troisième République. Il a gagné les élections présidentielles pour être le premier président de la Troisième République en 1993. On le connaît comme celui qui voulait faire avancer les acquis de la démocratie et favoriser un état de droit. Cela lui a valu d'être nommé père de la démocratie. En ce jour de deuil, le président du parti Malagas Miaramieng présente en son nom et celui du parti ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à tous les membres de l'UNDD et à la nation malgache tout entière. Le communiqué poursuit en annonçant qu'avec le départ de ce grand homme, le peuple malgache a perdu un véritable personnage historique, un père pour la nation, que son âme repose en paix. Toute l'équipe de Cool TV FM présente ses condoléances aux membres de sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble de la nation malgache. Toujours dans l'actualité, l'Organisation internationale de la francophonie a livré le rapport de l'audit du fichier électoral ce jour. La délégation de l'OIF conduite par le général Siaka Sangaré l'a présenté aux partis politiques, les sociétés civiles et les partenaires techniques de la CENI. Andra Arson. Suite à la visite des 4 experts mandatés par l'Organisation internationale de la francophonie pour l'audit du fichier électoral, le rapport a été présenté à la presse ce jour. Les acteurs comme les partis politiques et les sociétés civiles ont également honoré de leur présence ce jour à l'Arbi. L'importance du fichier électoral est à l'origine de cet audit, un audit qualitatif et quantitatif afin de pouvoir émettre des recommandations par la suite. Nous sommes évidemment à peu près à un an, si on se réfère aux délais légaux, à peu près à un an des échéances de fête de 2018. Donc, votre présence massive l'atteste ici. Tous les regards sont tournés vers, en tout cas, la tenue de ces élections. Et dans l'organisation
l'organisation, évidemment, comporte trois défis. Premièrement, organiser dans un climat politique apaisé des élections régulières, justes et transparentes afin de consolider la stabilité et le processus démocratique en cours. Ça, c'est extrêmement important. Et si le climat politique n'est pas apaisé, la mise en œuvre du processus électoral devient difficile. Ensuite, renforcer la confiance de tous les acteurs dans le processus électoral en général et dans le fichier électoral en particulier. Là, nous l'avons dit, et surtout faire en sorte qu'on puisse améliorer le taux de participation des électeurs au scrutin. L'audit quantitatif et qualitatif du fichier électoral malagasy a comme objectif d'identifier les forces et les points à améliorer. Il est à noter que l'audit effectué par l'OIF devra être approfondi au niveau des communes avant le mois d'avril 2018, plus précisément avant la clôture de la liste électorale. Toujours dans ce contexte, à la mairie, on dénonce une absence totale de subventions de la part de l'État depuis 2015. Le Premier ministre assurant pourtant le contraire, les responsables de la commune urbaine réclament qu'une preuve soit mise à l'appui de cette affirmation. Les détails dans ce reportage de Feizou Rafali. Durant une réunion officieuse des membres de la commune urbaine d'Antananarivo, organisée le 10 octobre, ces derniers clament qu'ils n'ont reçu aucune aide financière de la part de l'État, contrairement à la déclaration du Premier ministre à nous ce jeudi dernier, comme quoi chaque commune de l'État malagasy a reçu une subvention. À la commune urbaine d'Antananarivo, on réclame alors des preuves concrètes de la sortie du fonds de caisse du gouvernement du montant de cette fameuse subvention. La commune urbaine d'Antananarivo dia milaza fa tsy naharay fanampiana la subvention mihitsy. La CUA affirme qu'ils n'ont reçu aucune subvention de la part de l'État depuis l'élection de Ravalomanana au poste de maire de la ville d'Emile en 2015. Nous avons demandé confirmation aux responsables et le directeur financier, le premier adjoint ainsi que le deuxième adjoint corroborent ces propos. Si cette subvention a bien existé, nous demandons des preuves, un mandatement accompagné d'un ordre de virement qui attesterait cela. Car à la CUA, nous continuons de réfuter l'existence de cette contribution. Nous avons les preuves de cela en notre possession et nous les avons déjà montrées. Le fait est que les rues de la ville deviennent une décharge permanente pour les ordures. 1500 tonnes de déchets par jour que les bennes à ordures présents ne peuvent plus contenir et dont personne ne s'occupe. Une responsabilité que la CUA et le SAMVA se rejettent mutuellement. D'autre part, le nombre des bacs à ordures pour le ramassage des ordures est insuffisant pour chaque arrondissement des quartiers d'Antananarivo. Mais aussi, les camions chargés du ramassage des ordures n'arrivent pas à suivre le rythme. Jusqu'ici, la CUA ne ment pas en disant qu'il n'est pas de sa responsabilité de s'occuper du ramassage des ordures. Cependant, elle cherche tout de même des solutions pour aider la SAMVA dans cette tâche. Mais pour cela, il faut apprendre à travailler ensemble sans arrière-pensée, en laissant les problèmes politiques et personnels de côté. Tout cela ramène à dire que l'État semble tourner le dos à ses responsabilités. Problèmes de ramassage des ordures, prolifération de la peste et autres, les complications se cumulent sans qu'il n'y ait vraiment de solution adéquate proposée. On ressent également les traces d'une mésentente entre les parties dirigeantes ainsi que d'un souci de séparation de pouvoir, des problèmes dont la population est la seule à faire les frais. Un autre mystère, compte tenu du fait que plusieurs communes ont déclaré n'avoir reçu aucune subvention octroyée par l'État, où sont donc passés les 12 millions d'ariars destinés à cette fin? Également, dans l'actualité, la peste continue de frapper et rallonge d'une semaine supplémentaire les vacances des élèves dans le pays. Mais cela n'aura aucune répercussion sur le programme scolaire, selon le ministre de l'Éducation nationale, Ouna Sène. Face à l'épidémie de la peste à Madagascar, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé publique ont décidé de fermer les portes de plusieurs établissements scolaires afin d'assurer la santé des élèves et des enseignants. La semaine dernière, cette mesure a touché 4 draines, nombre qui passera à 9 à partir de la semaine prochaine. Au niveau de la draine d'Analamang,
Seront concernés le Cisco d'Antananarivo-Ville, d'Antananarivo-Avarajan et Atsimjan, le Cisco Ambujachim, de Manzakanjin, d'Anduzurbe et d'Anjamassen. Malgré cela, le directeur général de l'éducation de base affirme que cette mesure n'aura aucune conséquence ni sur le programme scolaire de cette année, ni sur les examens officiels. Même dans la mesure où cet arrêt continuera jusqu'à la fin du mois d'octobre, les élèves et leurs parents peuvent avoir l'esprit tranquille, car cela n'aura aucune répercussion sur le calendrier scolaire. Il n'y aura aucune conséquence sur le calendrier des examens, que ce soit celui du CEPE ou encore du BEPC. Grâce à la nouvelle réforme du programme scolaire, le ministère de l'Éducation a prévu un calendrier de 10 mois à 39 semaines si auparavant il était de seulement 36 semaines. Un écart qui permet de compenser ce retard. Les chefs d'établissement des circonscriptions scolaires concernés qui transgresseront la consigne de l'arrêt seront tenus comme personnellement responsables de la sécurité de ces élèves. Selon un médecin spécialisé dans le traitement de la peste depuis plusieurs années, cette fois-ci, les responsables au niveau du gouvernement n'ont pas adopté les mêmes méthodes qu'auparavant pour lutter contre la peste. Méthode qui pourtant, selon les dires, a porté ses fruits. J'ai déjà travaillé dans plusieurs zones affectées par la peste, sur tout le territoire malgache. Et depuis, une politique de lutte contre la peste a été mise en place. Ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que cette politique n'est pas appliquée. On opte plutôt une stratégie hospitalière. Et pourtant, la stratégie la plus appropriée sera d'intervenir directement là où se trouve le malade présumé. Tous les médecins inspecteurs le savent. Si une personne est présumée atteinte de la peste, il est du devoir de l'agent communautaire de prévenir le centre de santé la plus proche afin que ce dernier envoie un responsable sur les lieux. Le but principal est d'arrêter à tout prix la propagation de la peste. Généralement, ce sont les médecins qui devraient aller à la rencontre des patients pour une consultation afin de leur éviter tout contact avec d'autres individus. Et pourtant, actuellement, c'est le contraire qui se produit. On incite le patient à aller voir un médecin au risque de propager ainsi la maladie sur son passage. La méthode adoptée par le ministère de la Santé coûte cher à la population. Un nombre considérable de morts, une alerte de niveau 2 pour Madagascar, et pourtant l'État se borne à continuer dans ce sens. Jusqu'à quand les habitants de la Grande Île vont-ils servir de cobayes et payer les pots cassés pour les décisions irréfléchies de leurs dirigeants ? Dans le reste de l'actualité concernant le meurtre d'un garçon de 12 ans à Mboucharaab, 6 individus ont été présentés au parquet d'Anous ce jour. Reportage. Meurtre d'Amboucharaab, 6 individus ont été présentés au parquet d'Anous ce jour. Un crime odieux s'est déroulé mardi dernier dans le meurtre d'un garçon de 12 ans, suivi d'un enlèvement d'une fillette de 6 ans. L'audition menée par le procureur de la République s'est déroulée en début d'après-midi. Ils ont été 6 en tout, selon les explications de la gendarmerie nationale. L'arme du crime se trouve actuellement entre les mains des responsables. Par ailleurs, de simples citoyens choqués par cet événement sont venus nombreux au palais de justice à Anous. Rappelons que 3 mineurs ont été arrêtés par la suite et que le braquage prémédité est à l'origine de l'assassinat. La somme de 12 800 000 ariars a été récupérée actuellement selon les dires de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, le résultat de cette audience n'est pas encore connu mais est très attendu par l'opinion publique.
Passons maintenant à l'actualité internationale. L'armée turque a installé des postes d'observation dans le nord-ouest de la Syrie en vue de mettre un terme au conflit qui a fait plus de 330 000 morts en 6 ans. Reportage. Premier déploiement de l'armée turque en Syrie, des blindés avec à leur bord une centaine de soldats ont pris la direction de la province d'Idleb contrôlée par des djihadistes. L'information a été confirmée par l'état-major turc. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces troupes vont être déployées près des zones aux mains des milices kurdes du YPG. Un convoi militaire des forces turques est entré dans la province d'Idleb avant de prendre la direction de l'ouest de la province d'Alep. C'est le premier déploiement des forces turques après des opérations de reconnaissance ces derniers jours. Les opérations de reconnaissance ont été lancées très exactement dimanche dernier dans le but de mettre fin au combat dans le nord-ouest de la Syrie. La province d'Idleb est une des 4 zones de désescalade négociées à Astana au Kazakhstan par la Russie et l'Iran alliés de Bachar al-Assad et la Turquie qui soutient de son côté les rebelles syriens. Les 3 autres provinces concernées sont celles de Hama, d'Alep et de Latakia. Selon le quotidien Hurriyet, le nombre de soldats envoyés par l'armée turque devrait augmenter dans les jours à venir. Et puis enfin, la justice sud-africaine a rejeté vendredi l'appel du président Jacob Zuma, permettant ainsi la réouverture d'accusations de corruption à son encontre. Le parquet doit maintenant décider s'il va poursuivre le chef d'État. France 24. Des années plus tard, la justice rattrape Jacob Zuma. La Cour suprême d'appel de Bloemfontein a rejeté l'appel du président sud-africain et ouvre la voie à d'éventuelles poursuites. Jacob Zuma pourrait faire face à plus de 783 accusations pour corruption, fraude fiscale ou extorsion de fonds. L'affaire trouve sa source en 1999. À l'époque, l'Afrique du Sud signe un contrat d'armement record de plus de 4 milliards d'euros avec plusieurs entreprises européennes, dont le français Thales. Jacob Zuma, alors vice-président, est soupçonné d'avoir empoché des pots de vin via les filiales sud-africaines de Thales. Les poursuites visant Jacob Zuma et le président de l'époque, Thabo Mbeki, sont abandonnées en 2009, peu avant l'élection de l'actuel président. Nous n'avons pu trouver aucune trace de l'implication du président dans cette affaire. La décision provoque la colère du principal parti d'opposition à Jacob Zuma, l'Alliance démocratique, le DA. Grâce à des enregistrements téléphoniques, le DA parvient à prouver les pressions politiques sur le procureur de l'époque. En avril 2016, un tribunal de Pretoria désavoue le procureur et rétablit les charges pesant sur le président sud-africain. Au regard des éléments en notre possession, nous avons conclu que le procureur Mpché faisait l'objet de pression et que sa décision d'abandonner les charges contre M. Zuma est irrationnelle. La décision de la Cour suprême ouvre donc la voie à un procès pour corruption du président Jacob Zuma et pourrait entacher la fin de son mandat qui court jusqu'en 2019. On termine avec un bref rappel des titres. Évacué à l'île de la Réunion suite à un AVC, le président Zaf Albert s'est éteint ce jour à l'âge de 90 ans, connu sous le nom de l'homme au chapeau de paille. Et puis, la peste continue de frapper et rallonge d'une semaine supplémentaire les vacances des élèves dans le pays. Et puis enfin, l'armée turque a installé des postes d'observation dans le nord-ouest de la Syrie en vue de mettre un terme au conflit qui a fait plus de 330 000 morts en 6 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.